Donc le sujet qui nous anime aujourd'hui, c'est, on l'a appelé e-commerce, la proximité moteur de performance. En fait, la question qui nous est venue en discutant sur les sujets qui étaient intéressants d'aborder avec vous, on a constaté, alors ça date un peu, mais ça continue de nous surprendre. Le Covid a été un énorme accélérateur du e-commerce, plus ou moins choisi, très contraint. Et la plupart d'entre nous tablaient sur un non-retour en arrière en se disant c'est pas possible, une fois qu'ils auront goûté sous la contrainte aux avantages du e-commerce, on les détaillera tout à l'heure, ça va être compliqué de les faire revenir en magasin. Et il s'est passé quelque chose d'absolument dingue dès l'année dernière, c'est ils sont revenus en magasin, ils sont revenus fort, vite, et c'est là-dessus qu'on a voulu vous faire réagir, et c'est là-dessus qu'on va vouloir un peu échanger sur qu'est-ce qui fait que le magasin reste toujours un moteur de performance, et qu'est-ce que le e-commerce amène, doit permettre d'améliorer dans le magasin. Donc pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'être bien accompagné. Donc je vous laisse d'abord vous présenter. Constance. Bonjour à tous, donc je suis Constance Fouquet, je m'occupe chez Maison du Monde du digital, de la DSI et du B2B. Et moi, je viens plutôt d'un écosystème pure player, parce que j'étais avant directrice marketing chez Vente Privée. Et voilà, plusieurs expériences, jamais dans le retail, c'est la première fois pour moi. Voilà, avant ça, dans l'entrepreneuriat et un passage au Figaro également sur des problématiques de billetterie. Bonjour, Rebecca Hurley, donc vice-présidente régionale de Commerce Cloud chez Salesforce. Je suis franco-américaine, donc c'est ça mon accent, mais ça fait quand même 11 ans que j'habite en France, donc ça devrait aller, j'espère. Sinon, donc moi, ça fait plus de 15 ans que je travaille dans le retail, à la fois à New York et à Paris, pour les agences de publicité, pour Google, entre autres, et plus de 5 ans maintenant chez Salesforce, où nous accompagnons les retailers dans leur transformation digitale. Merci, Olivier. Et Salesforce, c'est le partenaire de cette table ronde que nous remercions. Tout à fait, merci. Et bonjour à tous, donc Romain Derville, moi je suis en charge du digital chez Noroto France. J'ai un parcours finance, start-up et principalement digital depuis 6 ans et demi dans le groupe Mobivia, qui est un groupe qui détient Noroto, mais pas que. Voilà, donc je suis en charge du digital là-bas et c'est très cool. Merci beaucoup. On va attaquer dans le vif du sujet. Donc, avant de vous poser la première question, je vais vous reposer quelques chiffres. Parce que quand on parle de l'écroulement du digital, de l'écroulement du e-commerce, et c'est vrai que quand on regarde les chiffres 2022 versus 2021, on voit un écroulement. Je vais juste les mettre un peu en perspective. Donc, j'en donne quelques chiffres, hein, je ne vais pas être trop long. Le e-commerce, l'année dernière en France, c'est 147 milliards de chiffre d'affaires. C'est quand même une croissance à plus 13,8 par rapport à 2021. Cette croissance, elle est un peu en trompe-l'œil, hein, parce qu'on est sur une augmentation dans les services à plus 36 et une décroissance sur le produit à moins 7. Donc on a quand même aujourd'hui des consommations qui augmentent sur le web. Si vous allez dans un aéroport le vendredi, vous allez vite comprendre où part l'argent de vos clients. Et donc aujourd'hui, il y a une vraie explosion du tourisme, hein, parce que le tourisme sur l'année dernière était en croissance à plus 55. Donc on a vraiment des croissances et qui se maintiennent encore en début d'année. Par contre, effectivement, sur les produits, on a constaté un écroulement. Alors un écroulement relatif, hein, si je prends mobilier décoration, qui va t'intéresser, on fait un moins 18 par rapport à l'année d'avant. Par contre, si on compare à 2019, ça reste un plus 19%. Donc on a bien effectivement cet infléchissement et qui a marqué un retour en magasin, mais on ne peut pas vraiment parler d'un effondrement du e-commerce, en tout cas pas par rapport à ce qu'on a connu avant le Covid. Juste sur la partie habillement, c'est un moins 6. Par contre, c'est un plus 14 par rapport à 2019. Et sur la partie électronique, c'est un moins 19 et un plus 3 par rapport à 2019. Je n'ai pas trouvé le secteur réparation auto, mais tu nous parleras un peu de la particularité de ton métier, qui est plus un métier de service finalement, qu'un métier de vente. Parce que ça va être assez intéressant d'avoir cet angle de vue. Et donc, du coup, une fois qu'on a posé ces chiffres-là, donc une baisse relative, c'est qu'est-ce qui fait que les clients sont revenus en magasin, où en fait on fait la queue pour payer, où on n'a pas toujours l'information pour le produit, où on n'a pas toujours un vendeur disponible, où le magasin il a des heures d'ouverture et de fermeture, où on doit payer de l'essence. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2023, on arrive encore à faire venir un magasin? C'est quoi la crise secret sauce? Comment vous avez fait l'année dernière pour faire revenir en magasin les clients? On commence par toi. À la sortie du Covid, très franchement, on s'est demandé ce qui allait se passer. C'est surtout ça. Donc, on a été quelque part, nous aussi, assez surpris de ce retour très significatif en magasin auquel on ne s'attendait pas forcément.
Les clients sont effectivement revenus avec beaucoup de plaisir de retrouver finalement la dimension expérientielle du magasin autour du produit. Mais on a vu revenir finalement des gens avec des envies aussi nouvelles. On a vu beaucoup de clients qui étaient plutôt des clients très magasins et uniquement magasins qui, pendant le Covid, évidemment, ont découvert le digital. Et donc, ils sont revenus en magasin quelque part avec de nouvelles attentes. À ce moment-là, chez Maison du Monde, on a également lancé une marketplace. Donc, ils ont pu découvrir une nouvelle profondeur d'offres sur le site. Et quand ils sont revenus en magasin, mais ils ont été assez surpris de voir que finalement, l'expérience pouvait être assez différente de ce qu'il y avait en digital. Et pour nous, ça a été aussi une prise de conscience de se dire comment est-ce que l'expérience du client, on la rend consistante, parce que ce client, on parle d'omnicanalité, mais c'est avant tout un client qui est plus exigeant sur la dimension du service, de l'accompagnement et de toutes les solutions qu'on peut lui apporter, que ce soit en digital ou en magasin. Bon, en tout cas, si je retiens, le premier retour en magasin, c'est pas vous qui l'avez décidé et vous l'avez un peu, pas subi, mais en tout cas agréablement vécu comme étant une bonne nouvelle. Ouais, généralement, on prend bien le trafic en magasin, on le vit bien et on voit que, en plus, dans cette période post-Covid, on a vécu, enfin, on vit là plusieurs phases et plusieurs vies. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ces premiers mois post-Covid où on reçoit beaucoup de clients en magasin, mais on n'est pas complètement prêt, hein, parce qu'en même temps, on vit aussi des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, les magasins reviennent dans des magasins qui ne sont pas forcément achalandés comme ils devraient l'être. Et puis, on voit, et c'est quelque part la seule constante qu'on a depuis le Covid, dans cette new normal, c'est qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes. C'est-à-dire qu'en fait, ce trafic, il est très erratique. Il vient, il va. On voit qu'on a du mal quand même à avoir quelque chose de constant, ou en tout cas d'avoir des années normatives auxquelles on peut se comparer. On est encore, on vit des mouvements sur le trafic qui sont qui nous sont encore assez inconnus et difficilement maîtrisables. On verra après comment le digital vous aide maintenant, comment vous avez appris pour générer du trafic en local. Ça va être un point intéressant qu'on pourra creuser après. Romain, de votre côté, comment ça s'est passé ce retour des clients en magasin? Choisi, subi? Ouais, pour répondre à ta question, je ne pense pas qu'on choisisse grand-chose dans cette histoire. Globalement, je serais curieux dans la salle de savoir qui a vu son business plan sur les 12 mois à venir se passer comme il avait prévu depuis 3 ans. Je pense qu'il n'y a pas grand monde, ou en tout cas je veux bien boire un coup avec. Globalement, on subit pas mal de choses. Après, il y a moyen d'être proactif. Évidemment, on est des retailers, donc nous, on a besoin, on a des mètres carrés, on a des hommes, donc on a besoin que les gens viennent chez nous. Donc on fait en sorte que les gens viennent chez nous. Dans mon métier, c'est lié à la mobilité, donc plus les gens vont bouger, plus ils viennent chez nous, ça c'est clair. Ce qu'on a vu, et pour abonder sur ce qu'a dit Constance, c'est que la donne, elle avait changé, que les gens ils sont beaucoup plus connectés, tout le monde a son téléphone à minima dans la poche, mais très souvent dans la main. Et en fait, on a fait, je pense qu'on a eu une stratégie de lancer pas mal de choses qui font le pont entre justement le digital et le magasin. Et donc, pour donner des exemples très concrets, ce qu'on ne faisait pas avant, c'est qu'on ne challengeait pas trop nos gammes magasins par rapport à ce qui se passait de bien sur le web. Et aujourd'hui, en fait, pour mieux rentabiliser nos mètres linéaires, on prend les top ventes du web et en fait, on les applique au magasin. Et ça génère deux choses. Ça génère évidemment plus de rentabilité linéaire et ça génère aussi plus de conversion en ligne puisque tu as des produits qui sont disponibles en click and collect en 1 heure quand tu es sur la toile. D'accord. Et juste pour rappeler, le modèle de Noroto est un peu particulier parce que le chiffre d'affaires, peut-être décrire un peu ton modèle économique qui est un peu particulier par rapport à un retail classique. Noroto, on est une boîte européenne. En France, on a à peu près 400 centres. On appelle ça des centres et pas des magasins. Parce que dans un centre, on a effectivement une partie magasin où on vend des produits à la fois techniques et à la fois des pièces de confort quand vous avez besoin d'un coffre de toit ou d'un porte-vélo. Et on a 2/3 de notre modèle qui est plutôt sur de la réparation et l'entretien de la voiture. Et donc là, si on est sur le digital, on prend un rendez-vous en ligne. Voilà, donc là, le service, pour l'instant, vous ne l'avez pas encore dématérialisé, parce que pour changer un pneu, il faut quand même venir en point de vente. Et donc, il y a quand même, malgré tout, pour vous, la contrainte de faire venir le client en point de vente, elle est obligatoire, elle est incontournable.
Exactement. Ça, on n'a pas le choix. Après, c'est comment on prépare bien le rendez-vous du client. Et là, il y a, il y a pas mal de choses qu'on peut améliorer encore et encore. On en parlera juste après. Rebecca, de votre point de vue, ce retour des clients en magasin, chez vos clients, quelle est la perception que vous pouvez nous en donner? Oui, bon, nous, on n'a pas de magasin, bien évidemment, mais on a ce qu'on appelle le State of Commerce rapport, deuxième édition qui est sortie en 2022, qui nous a révélé quelques statistiques qui sont quand même intéressantes et dans cette même ligne. Premièrement, les interactions entre les marques et les consommateurs, finalement, se passent toujours plus en ligne qu'en magasin. On a vu 61% en 2022 versus 54% en 2020. Donc, online versus offline. Ensuite, la part du chiffre d'affaires digital continue à augmenter depuis le Covid. Il y avait 20% en 2020, 43% en 2022 et une estimation de 54% en 2024. Donc, finalement, le rôle du digital reste toujours, comme disait Romain, un lien entre les deux, online et offline. Après, les attentes consommateurs, comme tu disais aussi, Constance, c'est 66% des consommateurs attendent que les marques et les enseignes les connaissent mieux et les apportent une expérience personnalisée, alors que uniquement 32% des retailers qui ont répondu dans cette étude ont répondu qu'ils se sentaient prêts à justement atteindre cette personnalisation sur les deux parcours online et offline. Et enfin, 76% des dirigeants ont aussi avoué de ne pas avoir la capacité aujourd'hui de gérer l'IA à l'échelle et aussi d'une manière efficace pour l'organisation. Donc au final, tout l'enjeu se repose plus sur l'exploitation des données collectées en digital pour ensuite donner ce fameux expérience client online et offline. Tu as un cas intéressant, notamment chez un de tes clients qui s'appelle Picard. Sur cette collecte de données, est-ce que tu peux nous en dire deux mots sans trahir de secret? Tout à fait. Donc, en effet, un de nos clients, Picard, a lancé son site e-commerce pendant le Covid. Et donc, ils ont bien évidemment profité avec plein de nouveaux visiteurs qu'ils n'avaient jamais vus en ligne avant. Et donc, ils ont utilisé toutes les données collectées pour créer 6 profils clients où ils ont commencé à adresser les parcours plus personnalisés. Et donc, il y avait une citation donc, de la directrice digitale qui disait qu'ils ont gagné 5 ans de connaissances clients pendant cette connaissance digitale grâce du coup, à la crise sanitaire. Constance, est-ce qu'on a gagné 5 ans chez Maison du Monde aussi sur la connaissance client grâce à la période Covid? Alors, difficile de le mesurer en années. Ce qui est sûr, c'est que oui, on a appris plein de choses. On a recueilli beaucoup de données sur le navigationnel, sur le transactionnel. On a pu construire une segmentation client. On a travaillé des logiques de repeat et d'acquisition. Et puis surtout, en fait, en élargissant notre offre produit, on a aussi découvert des nouveaux comportements. Et ça, c'est un point qui est super intéressant, je trouve, sur la connaissance du client. C'est que l'apport d'une marketplace, on est passé en fait de 15 000 produits en propre à quasiment 250 000. Hein, c'est un vrai changement d'échelle. Bah, forcément, ça crée des parcours qui sont plus longs et on a la possibilité de collecter finalement beaucoup plus de connaissances sur les affinités et le rapport au produit. Et ça, c'est typiquement un apport, entre guillemets, ou en tout cas une satisfaction qu'on aura sans cynisme de cette période Covid, c'est que ça nous a laissé le temps de processer cette donnée et de la réinjecter ensuite pour proposer des modèles de personnalisation, des modèles de recommandation beaucoup plus pointus et pertinents qu'on l'aurait sans doute fait dans un autre contexte. Ouais. Et aujourd'hui, on arrive à appliquer ces modèles de personnalisation, y compris dans un parcours en magasin, pour retrouver un peu la magie de l'algorithme, j'ai envie de dire, mais avec une vraie incarnation. C'est des choses sur lesquelles vous avez déjà travaillé et mis en place, Constance, et ensuite Romain? Oui, alors on a lancé pour nos vendeurs. Pardon, je perds ma voix. Pour les vendeurs en magasin, on a lancé un outil de prise de commande qui est venu remplacer 5 applicatifs différents qu'on avait. Donc, on a vraiment renforcé, en fait, merci beaucoup, nos outils. Et donc, ce qui a permis, en fait, d'avoir pour nos vendeurs en magasin, pour qui la prise de commande sur des outils digitaux représente quand même 20% de leur vente, hein, la possibilité, en fait, d'accéder à l'historique de commande du client. Et ça, donc cet outil qu'on a appelé l'AppShop, c'est un outil qui nous a aidé à la fois
pour le vendeur à mieux vendre, c'est-à-dire que quand il reçoit un client en magasin, il sait déjà qui il est, il a potentiellement accès au wish list qu'a constitué le client chez lui depuis son canapé, il a accès à son historique de commande, mais il a aussi accès à, d'un point de vue algorithmique, toutes les recommandations qu'on pourrait lui faire. Donc évidemment, un très bon vendeur en magasin, en discutant avec son client, il est capable de capter peut-être son style, ce qu'il aimerait, de faire des associations intelligentes de produits. Donc ça, un très bon vendeur sait le faire, il l'a toujours fait quelque part chez Maisons du Monde. Sauf qu'en fait, quand on a un changement d'échelle en termes de profondeur d'offre et qu'on passe de 15 000 à 250 000 produits, avec potentiellement sur la marketplace du coup des marques que le vendeur en magasin ne maîtrise pas forcément, la recommandation algorithmique devient quasi essentielle pour bien accompagner le client. Romain, ce qu'on voit dans le témoignage de Constance, c'est comment les clients qui sont revenus au magasin sont revenus avec des nouvelles habitudes, des nouveaux usages, des nouvelles attentes, et comment l'attente du client était que vous, en point de vente, j'ai arrêté de dire magasin, mais en point de vente, vous vous adaptiez à ce truc-là, vous soyez capable d'augmenter votre capacité à traiter de la data pour améliorer en fait votre relation client. Comment ça s'est concrétisé chez vous, cette adaptation à des clients plus exigeants, plus informés? Oui, il y a pas mal de choses que dit Constance qu'on a vécu évidemment chez nous, je pense dans pas mal de boîtes du retail. Nous, ce qu'on a principalement vu, je dirais, c'est que les clients, quand ils arrivent dans nos magasins, ils ont généralement interagi 2-3 fois avec notre marque avant de venir. Donc la complexité, c'est comment tu captes toutes ces interactions sur les différents canaux. Donc il y a des outils qui nous aident à faire ça. Hein. Ce matin, il y avait le témoignage des Zendesk. Nous, ça nous aide bien à avoir une vue quand même 360 clients. Mais c'est généralement pas suffisant. Et on n'a clairement pas encore trouvé de recette miracle pour faire ce qu'on aimerait tous, peut-être avec des Google Glass ou je ne sais quoi, de voir Monsieur Godard arriver et de savoir exactement où est-ce que tu nous as vus, qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver. Et du coup, je peux te personnaliser ta visite chez moi et optimiser le temps que j'ai avec toi. Google Glass, on a essayé, laisse tomber, ça marche pas. Je pense que ça marche. Juste, Rebecca, par rapport à ça, ton point de vue, toi, sur ces clients, ces exigences, ces nouvelles pratiques, et comment en fait ça pousse le retail, dans sa version carrelage, à s'augmenter, à s'améliorer dans sa pratique? Oui, du coup, en tout cas pour nous et nos clients, ce qu'on voit le plus souvent maintenant, c'est pour exploiter cette donnée, du coup, vous l'avez dit aussi, il faut aussi s'appuyer sur la connaissance client et aussi, bien évidemment, la data AI qu'on peut exploiter. Maintenant, l'IA sans data de qualité ne veut rien dire. C'est l'exemple de, par exemple, une marque d'enseigne qui va envoyer du coup les promotions, les SMS pour leur prochaine vente privée. Je vais recevoir un SMS, venez, vente privée qui arrive ce week-end, voilà, moins 50% versus bonjour Rebecca, en tant que client fidèle, nous aimerions vous inviter à personnellement un accès avant-première. Donc, c'est aussi tout cet enjeu de dire, OK, j'ai collecté la donnée online, maintenant je connais mieux mon client, j'ai pu segmenter, et c'est surtout comment est-ce que je fais le pont entre ceux qui viennent collecter de l'information online et ensuite acheter en magasin. Et une fois en magasin, si je ne trouve pas ce que je recherche, comment est-ce que je peux aussi donner des canaux digitaux finalement pour aussi compléter l'achat, soit en magasin avec du coup les API qui existent pour les vendeurs ou pour les consommateurs, ou pour les options d'achat de click and collect et autres en ligne et récupération en magasin. Je pense que ça, c'est un point qui est super important parce que ce qu'on se dit là aussi, c'est que finalement, on peut avoir d'exceptionnels outils avec derrière des modèles algorithmiques qui fonctionnent super bien et qui, sur le papier, quand on tire le trait, sont capables de créer beaucoup de valeur. Mais en même temps, la dimension humaine, c'est-à-dire la capacité à bien utiliser l'outil et finalement, avec l'intelligence humaine, à leverager l'outil, le bon outil, c'est quand même ça la clé. Et voilà, pour aller au bout du geste, il faut aussi, dans les outils qu'on donne, notamment aux vendeurs en magasin, qu'on leur met entre les mains, la capacité de bien les utiliser. Je vous donne un exemple qui est assez basique, mais typiquement sur la marketplace en magasin, jusque-là, on faisait du paiement sur du lien de paiement, c'est-à-dire que le vendeur reçoit le client, lui vend un canapé marketplace et lui dit, bah voilà, vous Donc pouvez... juste, ça paraît évident là, tu es en train de dire, les vendeurs chez Maisons du Monde,
ils vendent des produits marketplace. Et Tu nous dis ça comme ça, c'est normal, tout le monde fait ça. tu as vu le niveau de maturité ou pas du truc? Oui, donc c'est ce fameux outil AppShop qui permet justement d'accéder à tous ces produits-là. C'était pas si évident que ça, hein, parce qu'on a eu pour nos vendeurs un vrai conflit de loyauté, de se dire mais je vais pas vendre d'autres marques. Moi j'aime Maison du Monde, je veux vendre du Maison du Monde. Pourquoi j'irais vendre d'autres marques? Donc ça, il y a eu un vrai travail de pédagogie. Il y a encore un travail de pédagogie, hein, pour dire oui, évidemment vous êtes vendeur Maison du Monde, mais ce que vous vendez aujourd'hui, c'est pas seulement des produits Maison du Monde, mais c'est une promesse pour le client de trouver tout ce qu'il veut dans le domaine de l'ameublement et de la décoration. Et donc ça, énorme travail de pédagogie à faire. Mais juste pour finir sur l'exemple de comment est-ce qu'il faut bien utiliser l'outil, ce fameux exemple de je vends de la marketplace en magasin, et jusque-là, j'envoyais un lien et voilà, le client transformait plutôt bien à 55%, c'est-à-dire qu'il revenait chez lui ou depuis son mobile, il cliquait pour acheter le produit. En fait, on a décidé, notamment grâce à Alma, qui est notre partenaire sur le paiement fractionné, de mettre des TPE juste pour opérer la marketplace. Et là, ça paraît bête, mais taux de conversion qui passe à quasiment 85%. Et on se rend compte qu'en fait, finalement, on a des très bons outils, et, on a des nouvelles technos qui rentrent dans nos magasins, mais que finalement, le dernier geste, presque le dernier, je sais pas, on pourrait parler du dernier kilomètre en équivalent logistique, mais en tout cas, le dernier contact avec le client sur le paiement, le vendeur reste finalement le meilleur garant de la transformation. Et pour nous, c'est important de bien travailler cette séquence-là en magasin. Le meilleur des deux mondes entre le digital et le physique, et trouver la bonne équation et apprendre de ce qui vraiment intéresse les clients. Pour abonder aussi, ce qu'on a vu chez nous, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a 3-4 ans, le vendeur en magasin, globalement, il maîtrisait très très bien son magasin. Il maîtrisait un petit peu l'extension de gamme, mais en fait, il ne se rendait pas compte de la diversité des produits qu'il avait dans ses mains. Et donc, chez Norauto, on a dans la partie magasin, vous avez à peu près 5000 références dans le stock, et sur le site web, on en a à peu près 200 000. Et ce qu'on vient de vivre depuis 3 ans a engendré une grosse transformation de la posture de vente. Et évidemment qu'on a accompagné avec beaucoup d'acculturation. Donc il a fallu bosser pour faire comprendre à tout le monde à quel point le catalogue en ligne il est complètement waouh, et que en fait c'est pas déconnant de se mettre sur un PC ou sur son téléphone à côté d'un client et de lui montrer ce qu'on a comme produit et comme alternative au produit qui est physiquement à côté de soi. Quand il y a encore quelques années, je pense que le vendeur il voyait le site web comme un concurrent. Enfin, c'était vraiment le cas en tout cas chez nous. Donc il y a une grosse transformation du geste métier en vente. Et la e-réputation aussi, c'est quelque chose qui a vachement changé chez nous. On a énormément acculturé les équipes pour qu'elles comprennent qu'est-ce qui se passe en ligne, pourquoi c'est important d'offrir une expérience waouh, parce qu'en fait, tout est après multiplié par 100 d'un point de vue impact. Quand on parle de nous, quand on donne un avis, et donc il faut y répondre, et donc il faut gérer ça, il faut le maîtriser. Et c'est pas le web à côté de vous, c'est le web chez vous. Rebecca, un cas client, Hiro, où vous avez traité cette particularité d'améliorer la partie digitale et d'apprendre de cette période Covid. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, tout à fait. Donc, Hiro, vêtements de mode un peu style rock new-yorkaise. Donc, pareil, ils ont fait des énormes changements dans le digital suite à l'issue de la crise sanitaire sur plusieurs axes. Un premier axe, c'était ils avaient constaté que 75% de leurs clients venaient sur le site en mobile. Donc, ils ont fait une refonte de site totalement orientée mobile parce que visuellement, c'était là où venait leur trafic. Le deuxième point qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont unifié le profil client online et offline, et ils ont donné accès du coup aux équipes de terrain en magasin, un tableau de bord qui donnait du coup la vue client en temps réel pour quand ces personnes venaient en magasin. Ils avaient aussi des informations sur justement est-ce que c'est Rebecca la cliente fidèle ou quelqu'un qu'on ne connaît pas. En troisième, ils ont aussi unifié le stock online et offline, cette fois-ci pour augmenter du coup la disponibilité de stock
online parce que finalement, c'était les ruptures de produits aussi qui ne pouvaient pas être disponibles, mais en unifiant les deux, ça donnait plus de possibilités à acheter en ligne. Et enfin, pour finir le pont du coup en magasin, ils avaient aussi créé une appli mobile pour, si je suis cliente, je recherche une couleur, une taille, un accessoire particulier que je ne retrouve pas pendant mon achat en magasin, je peux finir mon achat sur place avec l'appli mobile pour connecter les deux. Bon, c'est là où ma vie devient compliquée parce que j'aurais aimé vous faire réagir sur tous les sujets que Rebecca vient de citer, mais là, ça va pas être possible. Donc, je vais en choisir quelques-uns. Le premier qui est évident parce qu'on en parle depuis des années, donc tout le monde est mobile first, n'est-ce pas? Ouais, on est mobile first, mais nous, pas depuis très longtemps. On a changé notre site web cette année. Donc, avant avril 2023, on avait tout en double. Et c'était un enfer. Sans trahir de secret, la part de trafic que vous avez sur du mobile aujourd'hui chez vous, c'est quoi? Nous, c'est deux tiers de notre trafic. Et en fait, c'est un tiers de notre chiffre d'affaires. Donc, on a un gros levier là-dessus. D'accord. De votre côté, la partie mobile? C'est une grosse partie aussi, c'est 70% à peu près du trafic. Et Mais comment mobile, l'apport... mais pas encore applicatif. Pardon? Mais on n'a pas encore d'app. Ah, ouais, Donc là, je parle browsing mobile. Et comment l'apport de produits de la marketplace complexifie ou change complètement la donne sur une appréhension UX/UI mobile first? Tu as du temps parce que là aussi, tu sais, je peux te faire une liste Non, à travers en de 30 pourquoi ça secondes. complexifie. Non, c'est vrai que ça complexifie vachement. C'est le changement d'échelle en fait qui complexifie. C'est pas tellement le côté marketplace ou vendeur tiers, c'est le nombre de produits. En fait, on est confronté à la problématique de l'hyperchoix. On voit que ajouter plus de produits, ça fait plus transformer. Bon, jusque-là, rien de révolutionnaire. La seule chose, c'est jusqu'où, en fait, jusqu'à combien de produits est-ce qu'on peut afficher pour que ça reste vertueux. Parce qu'en fait, finalement, il y a un moment où quand on affiche trop de produits, on a la problématique de je scrolle à l'infini, mais en fait, je m'endors dans mon scroll. Donc, il y a deux enjeux pour nous. Le premier enjeu, c'est un enjeu de personnalisation au sens ordonnancement des produits. Donc, comment est-ce que je m'assure que je présente mes produits dans le bon ordre en fonction de la navigation et de l'historique de commande de chacun de mes users. Donc ça, c'est le premier élément sur le merchandising. Et le deuxième élément, c'est combien de produits est-ce que je propose? Parce que ça, je pense que voilà, on ne travaille pas toujours sur cette problématique-là, mais en fait, en vrai, on se rend compte que sans doute que pour chaque utilisateur, il y a un nombre magique. Je vous donne un exemple. Si vous arrivez de Google via une recherche, peut-être même une recherche sur du payant, vous avez une requête très précise, vous cherchez un moulin à poivre rouge. Bon, vous n'avez pas besoin de 550 propositions de moulin à poivre pour vous décider. Vous êtes déjà dans une démarche d'intention très poussée. À l'inverse, quand vous êtes encore je sais pas, que vous arrivez des réseaux sociaux parce que vous avez vu un visuel qui vous inspire sur une terrasse, on va pouvoir se permettre de proposer un nombre de produits un peu plus large. Et à mon avis, l'enjeu, il est là-dessus. C'est vraiment sur bien maîtriser l'hyper-choix et bien maîtriser ensuite l'ordonnancement des produits. Et du coup, comment tu transposes ça dans une relation client pour un outil vendeur qui a les mêmes problématiques de l'hyperchoix? J'imagine que c'est les sujets que vous avez traités, de sélectionner les produits qu'on montre aux vendeurs pour pas qu'ils se perdent dans des listes et des listes de produits de la marketplace. Alors pour l'instant, ils se perdent encore un peu dans dans les méandres de tous les produits qu'on a. Mais on travaille avec des outils de personnalisation voilà, qui s'améliorent petit à petit, et notamment avec Early Bird, avec Algolia sur le search. Et puis on commence à travailler des logiques aussi avec Target to Sell chez Miracle, voilà, qui vont nous aider à mieux travailler ces propositions produits. Ça sous-entend quand même, pour avoir ce résultat-là, c'est que vous traitez la donnée en amont et que votre donnée PIM, elle est très très propre, très structurée pour être capable de proposer cette expérience améliorée, que ce soit sur le web ou finalement en point de vente dans une relation omnicanale.
Elle est de mieux en mieux structurée et surtout, on essaye de travailler via l'IA sur justement des outils de complétion de la donnée. On sait que plus la donnée, elle va être qualifiée, elle va être effectivement bien rangée et mieux on pourra la servir. Juste, Romain, de ton côté, j'imagine que vous avez aussi des solutions, je sais pas, j'imagine, on le sait, des solutions de mobilité en magasin. Comment vous avez abordé ces sujets-là? Et c'est quoi aujourd'hui les premiers retours que vous avez sur l'adhésion de vos vendeurs ou classiques, j'ai envie de dire, à ces nouveaux outils digitaux? On est en phase d'implémentation avec des outils qui ne sont pas encore en capacité de remplacer les anciens. On est une boîte assez ancienne, on a un peu plus de 50 ans. Mais oui, 50 ans, c'est jeune encore, je te le dis. Très très vieux. Le mobile, il devient clé. Donc tous nos vendeurs ont un mobile, tous nos mécanos maintenant aussi ont un mobile. Parce qu'en fait, ils sont aussi avec le mobile pour faire l'avancée des travaux sur les voitures. En magasin, évidemment, on est en train de sortir complètement de notre usage le PC autant que possible. Ça reste encore pas si facile parce que l'outil mobile il répond pas parfaitement. Mais en tout cas, oui, on a. En fait, ces outils-là, ils nous permettent d'aller partout, et notamment d'aller sur les parkings. Quand on accueille un client, quand on veut faire le tour d'une voiture avec lui, ça change tout en termes de parcours client, en termes de vente additionnelle. Donc c'est assez clé pour nous de réussir à avoir un outil qui est parfaitement adapté. Je dirais on a fait 75% du chemin, donc on n'est plus très très loin de la fin. C'est vrai que de manière générale, dans le retail, on a quand même vu une belle progression de l'usage de ces devices mobiles. Et c'est vrai qu'en tant que client, moi j'apprécie toujours quand j'ai affaire à une personne plutôt qu'à un ordinateur. Donc, et c'est vrai que vous avez pas mal progressé là-dessus. Mais pour te couper là-dessus, en fait, ce qui est impressionnant, c'est que dans les magasins, on est tous avec nos téléphones, nos clients. Et donc, en fait, finalement, c'est pas déconnant d'avoir un vendeur avec un téléphone. Encore faut-il qu'il ait une capacité à conseiller mieux que ce que fait déjà le téléphone. Globalement, ce qui arrive aujourd'hui, c'est que quand tu es client, tu en connais un rayon et parfois tu connais mieux la largeur de gamme potentiellement que le vendeur qui est là depuis 6 mois. Et donc nous, toute la complexité, c'est qu'est-ce que tu lui mets dans les mains pour qu'il soit bien meilleur et qu'il apporte de la valeur. On l'a tous vécu, je pense. Vaste sujet. Oui. Ouais, c'est clé, effectivement, quand tu as des clients qui reviennent comme ça de l'offre du digital en magasin. Il faut être capable de concilier le meilleur des deux mondes. Pour continuer un peu plus loin, souvent, quand on parle d'e-commerce, on parle d'équation économique. Et donc là, du coup, on commence à se tendre un peu. Globalement, finalement, on peut se dire, ce retour en magasin, on peut voir ça comme une bonne nouvelle pour vous, hein. Vous avez des mètres carrés occupés. Vous avez donc, du coup, j'imagine, un peu respiré avec des clients qui revenaient avec une équation économique meilleure. Comment ce retour en magasin, comment cet épisode avant vous a permis d'apprendre et peut-être de vous améliorer sur vos assets digitaux et la façon de travailler votre équation globale, puisque quand on est omnicanal, on a un canal d'acquisition digitale et une transformation plutôt en physique. Comment vous avez amélioré ça? Je pense notamment aux campagnes d'acquisition locale. Oui, en fait, ce qui est très compliqué, c'est que alors nous, on est chez Maison du Monde sur une catégorie qui est particulièrement chahutée, hein, parce que les gens se sont équipés pendant le Covid, ont tous refait leur intérieur au moment du confinement. Ils ont changé du canapé à la bougie. Donc c'est sûr que là, forcément, la sortie de confinement pour nous est en termes de cycle de consommation assez complexe, et la catégorie, elle est plutôt très chahutée. Donc forcément, quand on a beaucoup des investissements marketing qui étaient faits sur le digital et notamment sur Google, on a des concurrents en face qui potentiellement ont les mêmes problématiques que nous. Donc je ne vous fais pas l'histoire, mais forcément, quand il y a moins de requêtes, il y a moins de gens qui cherchent et qu'il y a des concurrents qui sont dans la même situation, qui voient que tout d'un coup la catégorie est chahutée, forcément à la fin... c'est comme au casino, c'est toujours le casino qui gagne. À la fin, c'est toujours Google qui gagne. Donc aujourd'hui, on a une inflation média qui est quasiment de l'ordre de 30% hein, sur des requêtes liées à l'ameublement et à la décoration. Donc il était évident pour nous qu'il fallait rediversifier notre mix média avec à la fois un retour à des canaux plus traditionnels, parce que finalement, on se rend compte que travailler la marque dans des contextes où la problématique d'intention finalement est chahutée, c'est finalement ce qu'il y a de plus vertueux. Ça permet de nourrir et le digital et le magasin.
Et puis, effectivement, la partie locale, parce que, on le sait, au final, on parle de connaissances clients via des outils, via, voilà. Les gens qui connaissent encore mieux les clients, ce sont les vendeurs en magasin qui, sur leur zone de chalandise, les voient arriver en magasin tous les samedis après-midi. Donc, ils savent très très bien qui sont leurs clients sur leur zone de chalandise. Et donc, chez Maison du Monde, on a voulu leur redonner la main sur finalement la capacité à contacter sur leur zone de chalandise leurs clients quand ils avaient des choses à dire, quand ils avaient des promos à pousser, quand ils avaient besoin de faire revenir du trafic. Et donc pour ça, on travaille avec une solution qui s'appelle Armis, qui donne des résultats assez exceptionnels, parce que finalement, c'est un outil, un dashboard dans lequel le directeur de magasin, qui n'est pas du tout un pro du marketing digital, qui n'a pas du tout le temps de faire des campagnes de marketing digital, va prendre la main et en quelques clics va être capable de dire j'ai besoin moi de contacter ma zone de chalandise, mes clients pour tel ou tel objectif, une réouverture, une promo spéciale, etc. Et là, l'outil, naturellement, un peu comme le ferait Performance Max chez Google, va être capable de diffuser un asset qu'on lui a mis à disposition, une bannière, un wording, directement sur sa zone de chalandise via Meta ou via Waves quand c'était possible. Donc voilà, donc c'est un super outil avec des taux de transformation qui sont bien meilleurs quand la campagne est opérée en local que quand elle l'est en national. C'est vrai qu'on en avait entendu parler, je me souviens au Retail Data Day au mois de février, ce truc-là commençait à émerger, je trouve que ça a accéléré de façon assez folle. Je crois que vous avez aussi le même exemple de votre côté, Romain, chez Noroto. Rebecca, quand tes clients te parlent de performance e-commerce économique, c'est quoi les sujets qui viennent tout de suite? Oui, en fait, du coup, en effet, il y a plusieurs aspects qui sont impactés. Et pour nous, en fait, c'est vraiment l'IA générative qui va nous accompagner du coup dans cette problématique. À la fois, du coup, pour le service client qui va être lié de plus en plus du coup avec le commerce. Deux exemples, le commerce conversationnel, où on peut du coup avoir, par exemple, moi qui recherche nouvelle maman, nouvelle tenue de garde-robe et j'ai besoin donc de conseils et donc je peux rentrer en conversation avec du coup par Messenger sur le site e-commerce ou même en ligne, en magasin en attendant un conseiller et avoir du coup les recommandations produits qui sont faites un peu en temps réel. Donc ça du coup c'est plus sur la partie accès service client qui mine de rien du coup va aussi optimiser finalement la vue et ce qu'on peut voir sur les services clients. Maintenant, pour reprendre du coup les messages de Constance aussi sur le marketing local et autres, en effet, du coup, là, cette fois-ci, l'IA générative va nous aider à optimiser le contenu du marketing local, que ce soit du coup pour les produits, pour les promotions, pour les fiches de produits, pour aller beaucoup plus vite et à une taille humaine. Il y a aussi tout l'inventaire qui peut être gestion de l'inventaire en temps réel pour éviter les sous-coûts, sous-vente, sur-vente pendant les périodes de solde, ou à l'inverse, optimiser un inventaire aussi pour être sûr qu'on livre le produit au magasin le plus proche du client, que ce soit du coup un achat en magasin ou même bien évidemment pour se déplacer en click and collect. Donc c'est plutôt tous ces sujets-là et du coup c'est plutôt cette fois-ci un exemple de notre client à Bucherer, qui est dans l'horlogerie, joaillerie, qui a du coup travaillé cette vue pareil 360 de connecter les profils online et offline et c'était plutôt dans une approche de marketing personal shopper où ils ont utilisé du coup la connexion de ce profil et aussi la gestion de l'inventaire en magasin pour en temps réel quand la personne vient, ils peuvent apporter du coup un service de luxe et voilà du coup être un peu plus à portée de main du client. Ça, c'est une autre tendance aussi qu'on a vue sur retour des clients en magasin, c'est ce qu'on appelle le clienteling, donc la capacité de donner à des personnes en magasin beaucoup d'informations, de la segmentation, pour être capable d'avoir une relation client, que j'appelle améliorée. Donc c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé. Et je pense qu'avec les solutions que vous avez citées tout à l'heure de marketing local, couplées avec des IA génératives dont on en parlait tout à l'heure, il y a moyen de cadrer un peu. J'imagine il y a quelques années, si je t'avais dit, tu sais quoi, les directeurs de magasins, ils vont faire des campagnes Instagram en local, t'inquiète pas, ça va bien se passer.
Mais c'était mon stress total. Parce qu'en fait, non mais quand tu gères le marketing de la marque et l'image, tu te dis mais merde, le mec il va se prendre en photo en claquette devant le magasin et tout, ça va être la cata et tout Chaussettes, en termes d'image. Donc non, non, et c'était évidemment forcément quand on travaille, et on dépense tellement d'énergie, d'argent aussi pour construire une marque, essayer d'avoir quelque chose de consistant, d'inspirant. On peut pas, voilà, tout le monde peut pas avoir la main là-dessus. Donc là, trouver des outils qui sont à la fois faciles dans l'usage, efficaces dans la capacité à travailler bien le local, mais en maîtrisant quand même cette dimension image, pour nous, c'était fondamental. Et une solution comme Armis, ce qui pour nous est génial d'un point de vue marque et en centrale côté siège, c'est que on met dans les mains du magasin plein de propositions, mais des propositions qui sont contrôlées, des visuels qu'on a préparés, qui correspondent à un instant de discours de marque avec lequel, évidemment, tout le monde est à l'aise. Donc un directeur de centre auto, chez Noroto, c'est la même chose? Ouais, j'allais dire, nous, avant d'utiliser Armis, on avait vraiment des directeurs de centre qui se foutaient en claquette, en bob, sur les réseaux sociaux. Et en fait, mais c'est normal, à la limite, c'est tout à leur honneur d'essayer. Après, il y a un moment où, quand tu donnes une mauvaise image, ça va pas. Et donc, du coup, en fait, un outil de marketing local, il te permet aussi, et comme tu viens de le dire, hein, de cadrer les choses et de montrer que tu peux professionnaliser ton marketing local et en ayant du coup un retour sur investissement qui est génial et qui est plus du folklore comme on l'avait vu par le passé. Dernier sujet, il nous reste 8 minutes 42. Un petit sujet, est-ce que finalement ce retour des clients en magasin et cette baisse un peu du e-commerce, est-ce que c'est bon pour la planète? Et finalement, c'est quoi la bonne équation pour vous aujourd'hui quand vous regardez votre parcours client omnicanal? Qu'est-ce que vous faites pour améliorer finalement votre impact sur l'environnement? Qui veut commencer? Nous, on entretient des bagnoles déjà. Donc, en fait, par défaut, on essaye de faire. Non, mais on essaye justement d'allonger la durée de vie de la voiture. Cela étant dit, en fait, quand on fait chez Noroto France, par exemple, quand on fait le bilan carbone, ce qu'on le fait depuis 2 ans, 70% de l'impact, enfin, des émissions de CO2, c'est lié aux produits. Et 20% sont liés au déplacement des clients. Okay, donc une fois qu'on a dit ça, on peut arrêter de regarder les envois de mails, etc. On se concentre sur la balle. Sur les produits et donc les prestations, parce qu'on monte des produits quand on fait une prestation. On a fait évidemment beaucoup de choses dans le circulaire et c'est encore très petit à l'échelle. Et l'objectif maintenant, c'est comment on industrialise ces tests-là. Le reconditionné, c'est ça, hein? Le reconditionné, par exemple, on a lancé une marque de pneus reconditionnés où tu as 80% du pneu qui est reconditionné à 100% issu d'anciens pneus. Donc c'est une usine qui fait ça à Béthune et à Lyon. La marque du pneu s'appelle Léonard et c'est un truc qu'on a lancé au mois de mars et ça cartonne. Et ça va évidemment cartonner, on a aucun doute là-dessus. Mais maintenant, on peut en être fier alors qu'avant, on n'était pas hyper fier de vendre du boudin. On a tout un tas de locations, etc. Et ce qu'on a fait surtout, c'est qu'on a lancé un programme qu'on a appelé Automobilistes et Responsables, qu'on essaye d'expliquer aux clients, où en fait on s'est fait accompagner par 2 cabinets d'experts qui nous ont aidés à identifier des produits et des prestations qui rentrent dans ce que nous on appelle en interne le chiffre d'affaires impact positif, et qui en fait permettent d'éviter des émissions de CO2 ou d'éviter de polluer, ou qui rentrent dans une démarche d'économie circulaire. Donc c'est pas bullshit, c'est pas greenwashing. L'objectif, c'est après comment tu fais en sorte que ce soit plus une petite part de ton business et que ça devienne vraiment la majorité. Maintenant, vous avez des boudins verts. On n'aura jamais des boudins verts, mais tu as raison, on pourrait les appeler comme ça, mais c'est le sens de l'histoire et en fait, si on n'y va pas, de toute façon, on sera largué. Mais pour le coup, on est assez novateur là-dessus. Bon. Maison du Monde, là, pour le coup, on ne peut pas y échapper à cette dimension RSE. Ouais, c'est marqué partout sur le site. Oui, c'est marqué partout, mais avant tout, c'est un vrai sujet de l'extraction de la matière première jusqu'en dans nos magasins. C'est effectivement un sujet qui est super important chez Maison du Monde. Maison du Monde,
porte ce nom au départ parce que c'est une marque qui a pour vocation d'inspirer, d'amener des savoir-faire autour du voyage et notamment venus d'Asie. C'est-à-dire que la marque s'est quand même créée par le fondateur au départ qui adorait voyager et qui ramenait de ses voyages notamment en Asie des bois qu'on ne trouvait pas en Europe, des bois exotiques, etc. Donc c'est quand même l'histoire de Maison du Monde, elle est très très liée à l'Asie. 25 ans plus tard, la perception que l'on a d'un sourcing de bois exotiques en Asie est plus du tout la même, parfois à juste titre. Et donc tout l'enjeu de Maison du Monde ces 3-4 dernières années, ça a été à la fois de montrer qu'on pouvait en fait appeler et faire venir des savoir-faire et mettre en visibilité des savoir-faire de plein de régions du monde sans pour autant tomber dans voilà, des modèles de consommation, d'ultra-consommation tels qu'on peut se les figurer sur de l'achat en Asie. Donc on a lancé il y a notamment un an, un mouvement, 1 an et demi maintenant, qui s'appelle Good is Beautiful, et sur lequel on a pris un certain nombre d'engagements, de l'extraction de la matière première aux conditions de travail dans les usines qu'on pourrait, avec lesquelles on travaille. Et aujourd'hui, alors que quand on a commencé à travailler sur le mouvement, on nous disait non mais cette matière première ou cette façon de faire, vous n'y arriverez jamais. Voilà, on se rend compte qu'en 3 ans, en fait, ça allait très très vite, qu'on a réussi à travailler sur des nouvelles matières, qu'on a remplacé des matières qui, jusque-là, d'un point de vue écologique, étaient très impactantes. Et avec nous, on a essayé d'embarquer une industrie parce qu'aujourd'hui, les marques de la marketplace, donc on a quasiment 600 vendeurs aujourd'hui qui sont signataires en fait de ce mouvement et pour lesquels on va lancer des audits très réguliers aussi sur la façon dont ils sourcent, sur la façon dont ils fabriquent, pour s'assurer qu'ils sont bien conformes aux 180 critères qu'on a dans notre charte Good is Beautiful. La marketplace sélective de Maison du Monde. Marketplace sélective, exactement. Rebecca, cette vision un peu RSE du e-commerce, j'imagine que c'est pareil, c'est un sujet auquel tu n'échappes pas. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Oui, bien sûr. Du coup, depuis la création de Salesforce en 1999, on a toujours mis en avant le fait que la croissance économique ne peut pas être faite que aussi au bénéfice de toutes les parties présentes et prenantes dans tout le cycle de la chaîne logistique, en sachant que pour aller même plus loin, on ne peut pas faire la croissance économique sans non plus prendre l'impact sociaux et aussi environnementaux. Donc, nous concernant, on est du coup dans une situation de neutralité carbone depuis 2021, septembre 2021, et aussi on s'appuie sur les énergies 100% renouvelables. Maintenant, on donne aussi accès à nos clients, du coup, ce qu'on appelle le Net Zero Cloud, qui est un moyen de piloter leur empreinte carbone sur toute leur chaîne de valeur. Donc, on a 2 exemples de clients. On a Rossignol, par exemple, qui le pilote bien évidemment pour regarder du coup leur empreinte. Mais en plus de ça, ils utilisent aussi pour engager les consommateurs. Chaque paire de skis vendue, en fait, il y a aussi un arbre qui est planté avec un objectif de planter 100 000 arbres d'ici 2030. Et aussi Breitling, du coup, qui est encore une fois dans plus l'horloger, où cette fois-ci, en plus de pilotage de l'empreinte carbone, c'est aussi de chercher de l'emballage 100% recyclé ou de l'or 100% certifié pour aussi engager ses fournisseurs dans la démarche. Merci. Je ne peux pas vous faire rebondir là-dessus, je suis désolé, le chrono compte. Je vais vous demander de conclure. Je vais vous laisser chacun 30 secondes pour nous livrer votre conclusion. Commence par toi, Constance. Sur le commerce de proximité... Comment en fait le commerce de proximité s'est amélioré et comment tu penses que ça va encore s'améliorer dans cette version améliorée du carrelage? Je pense que, comme toujours dans le commerce, le client est au centre, c'est-à-dire que bien accompagner son client dans l'évolution de ses usages, de ses besoins, c'est évidemment la clé. Tu parlais tout à l'heure d'opposition entre le digital et le réseau physique. Je pense qu'il est de moins en moins vrai.
Voilà, il apparaît de temps en temps sur des nouveaux sujets comme la marketplace, mais finalement, aujourd'hui, et les équipes digitales et les équipes en magasin se rendent compte de la complémentarité de leurs actions. Et plus on va arriver à être consistant sur finalement une promesse client sur tous les touchpoints, et plus finalement c'est vertueux et pour le client et pour la marque. Je dirais trois choses. Je dirais proposer une expérience, parce que quand on vient en magasin, on a envie d'être marqué. Et dans une des tables rondes, je crois cet après-midi, il y a quelqu'un qui disait que en fait, quand on est déçu une fois, dans 70% des cas, en fait, on ne reconsomme pas dans l'enseignant en question. Donc, ouais, proposer une expérience, physiquement, je veux dire. La deuxième chose, c'est personnaliser et en tout cas réussir à rassembler l'ensemble de ces touchpoints, donc tous ces points de contact par lesquels passe le client quand il interagit avec nous. Et la troisième chose, c'est l'économie circulaire, parce qu'on n'a pas le choix que d'y aller et il faut vite prendre le train en marche. Oui, du coup, visiblement, le rôle de l'e-commerce et digital est toujours très important pour justement aller chercher ces parcours personnalisés pour emmener la meilleure expérience pour les clients, les connaître, et aussi toutes les nouveautés, l'innovation qui arrive avec la data, AI, CRM, pour avoir justement cette vue 360 à la fois online et offline, pour ensuite prendre des actions, service client, marketing, commerce et autres. C'est ça qui va nous aider à continuer à rendre les meilleures expériences pour nos clients. Merci beaucoup. J'ai passé un agréable moment avec vous, aussi bien à la préparation que sur scène. J'ai appris plein de trucs, c'était extraordinaire. Merci beaucoup.